Et si le père que vous admiriez le plus avait commis l'erreur fatale de sous-estimer sa propre fille? Devant 200 invités souriants, il la désigne comme un échec total. Mais derrière ce regard calme et ce sourire serein, se cache un empire invisible et une vengeance parfaitement orchestrée. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais qui détient vraiment le pouvoir ce soir-là. C'était ma fille. Aucun diplôme, aucun avenir. Elle vit simplement au crochet de la famille. 200 personnes éclatèrent de rire quand mon père me montra du doigt depuis l'estrade. Je ne bronchais pas. Je levais simplement ma coupe de champagne. Me regardais droit dans les yeux. Et dis, « Santé, papa. C'est la dernière fois que tu me verras. » Puis je me retournai et sortis de sa vie pour toujours. Je roulai directement jusqu'à mon bureau. La plupart des gens rentrent chez eux pour pleurer, après que leur père les a reniés en public. Ils appellent leurs amis, boivent une bouteille de vin bon marché, et se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Je ne fis rien de tout cela. Je montais dans ma voiture, m'engageais sur l'autoroute, et regardais les lumières de la ville se fondre en traînées rouges et blanches. Mes mains restaient fermes sur le volant. Mon rythme cardiaque était stable à 60 battements par minute. Je ne vis pas dans une maison avec une clôture blanche. Je passe mes nuits dans la boîte de verre. Le surnom que mes concurrents ont donné à mon siège social. Il se trouve au 35e étage. Un sanctuaire froid d'acier et de fenêtres du sol au plafond, qui domine la ville que mon père croit diriger. Pour lui et pour les 200 invités qui riaient encore à ses blagues. Je suis Élise, la ratée de 32 ans, qui n'a pas réussi dans l'entreprise familiale. Il pense que je suis une simple assistante administrative, qui gagne sa vie dans un box. Ils ne savent pas que Capital Laurent, la firme anonyme qui rachète discrètement les dettes commerciales en difficulté dans tout l'État depuis 5 ans, m'appartient. Je passais devant le bureau d'accueil vide. Le silence du bureau m'enveloppa comme une armure. Mes talons claquèrent sur le sol de béton poli. J'entrai dans mon bureau privé, verrouillai la porte, et me dirigeai droit vers le coffre mural derrière ma table. Je n'eus pas à chercher une façon de lui faire du mal. Je n'eus pas à inventer un plan de vengeance. Je n'eus qu'à ouvrir le coffre. À l'intérieur se trouvait un unique dossier beige, étiqueté Projet Icarus. Je le posai sur mon bureau et l'ouvris. Le contrat à l'intérieur n'était pas nouveau. Le papier était légèrement jauni sur les bords. J'avais rédigé ce document 8 mois plus tôt. J'avais négocié les termes, sécurisé le capital, et préparé l'acquisition des prêts en difficulté de l'entreprise de mon père, auprès de son principal prêteur. La banque avait été ravie de se débarrasser du risque, au profit d'une firme de capital investissement. Il leur fallait simplement une signature pour finaliser le transfert de la dette. Pendant 8 mois, ce papier était resté dans l'ombre. J'avais attendu. Une partie stupide et enfantine de moi avait espéré que je n'aurais jamais à le signer. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il me laisserait partir de la famille en paix. Mais ce soir, il avait choisi la violence. Alors j'avais choisi l'échec et mat. Je décapsulai mon stylo. L'encre coula fluide et noire tandis que je signais la ligne du bas. Élise Laurent, PDG. Je pris mon téléphone et composai un numéro que j'avais en numérotation rapide. Il était 10h15 un samedi soir. Mais il répondit à la deuxième sonnerie. C'est fait, dis-je. Tu as signé? La voix à l'autre bout était rauque et assurée. C'était Lucas, mon avocat. Celui qu'on surnommait le requin parce qu'il sentait le sang. Avant même que la blessure ne s'ouvre. Je t'envoie le scan maintenant, dis-je. Vire les fonds dès lundi matin. Je veux l'acte de propriété de son entreprise. Et la saisie sur sa maison dans mon portefeuille avant midi. Compris, dit Lucas. Tu sais qu'il n'y a plus de retour en arrière après ça. Élise. Une fois que nous achetons la dette, tu le possèdes. Tu peux saisir quand tu veux. Je regardais la signature. Elle paraissait nette et agressive. Je sais qu'il va hurler, prévint Lucas. Laisse-le. Je raccrochai. Sur l'écran de mon ordinateur, le scanner s'anima, numérisant l'arrêt de mort de l'héritage de mon père. Je ne jouais pas. Je n'espérais pas un coup de chance. J'avais passé 5 ans à construire un piège sous ses pieds. Et ce soir, il avait frappé assez fort pour déclencher le mécanisme. De retour à l'hôtel,
Ils étaient probablement en train de couper le gâteau. Ils trinquaient à son succès, à sa liberté, à sa retraite. Ils n'avaient aucune idée que le champagne qu'ils buvaient, la salle de bal où ils se trouvaient, et l'entreprise qu'ils célébraient, étaient tous des garanties sur un prêt qui appartenait désormais à la fille qu'ils venaient de traiter d'échec. Je fis pivoter mon fauteuil face à la fenêtre et regardai la ville respirer en contrebas. La partie était terminée. Il ne savait simplement pas encore qu'il avait perdu. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau tôt. L'adrénaline de la veille s'était dissipée, remplacée par une concentration froide et tranchante. Je m'assis à mon bureau, ouvris le dossier d'ombre sur mon serveur sécurisé et commençai à lire. La plupart des filles ont des albums de famille remplis de fêtes d'anniversaire et de vacances. Mon album à moi est une collection de relevés de cartes de crédit, d'avis de retard et de lettres de recouvrement datant de 10 ans. Je me souviens du jour où j'ai trouvé le premier. J'avais 27 ans et j'essayais de louer mon premier appartement décent. Après 5 ans à vivre dans des boîtes à chaussures, l'agent de location m'avait regardé avec pitié et avait repoussé ma demande sur le bureau. Elle m'avait dit qu'avec un score de crédit de 520 et 3 défauts de paiement, il ne pouvait pas m'approuver sans cosignataire. Je l'avais regardée, confuse. Je lui avais dit que c'était impossible, que je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Mais le rapport de crédit ne mentait pas. 3 cartes de crédit maximales et en défaut. Un prêt personnel de $20 000 non remboursé. Tout à mon nom, tout ouvert avec mon numéro de sécurité sociale et l'adresse de facturation de la maison de mon père. Je sus immédiatement ce qui s'était passé. Mon demi-frère Alexandre avait un problème de jeu, que tout le monde faisait passer pour de mauvais investissements. Mon père, éternel protecteur de son fils doré, avait besoin de couvrir les pertes sans toucher à son propre capital. Alors il m'avait utilisé. Il avait utilisé mon identité comme une batterie de secours, la vidant complètement pour maintenir le train de vie de son fils. J'aurais dû aller à la police sur le champ. J'aurais dû porter plainte pour vol d'identité et les regarder l'emmener menotté hors de son bureau. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai piraté les comptes. Ce n'était pas difficile. Il utilisait le même mot de passe pour tout. J'ai changé l'adresse email de contact pour un compte burner, auquel seul moi pouvais accéder. J'ai tout mis en facturation sans papier. Puis j'ai commencé à payer chaque mois pendant 5 ans. Je payais le solde minimum sur des dettes que je ne devais pas. J'utilisais l'argent de l'héritage secret de ma grand-mère, destiné à une maison, à des voyages, à la joie, pour garder les crimes de mon père cachés dans l'ombre. Pourquoi ? C'est la question que tout le monde pose. Pourquoi protéger l'homme qui te volait ? Parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Je savais que si je le dénonçais, il prétendrait que c'était une erreur. Il pleurerait, s'excuserait, paierait peut-être une amende, et serait plus prudent la prochaine fois. Il garderait encore son entreprise. Il garderait encore son pouvoir. Il resterait encore le roi. Et moi je ne serais que la fille ingrate qui crée des problèmes. Mais en prenant en charge les paiements, je prenais possession des preuves. Je gardais les comptes actifs. Je laissais les intérêts s'accumuler. Je construisais une piste documentaire si longue et si incontestable qu'aucune larme ni aucun avocat ne pourrait jamais l'effacer. Je n'étais pas faible. Je n'avais pas peur. J'étais patiente. Je nourrissais la bête. Je l'engraissais pour l'abattoir. Je regardais maintenant le dossier sur mon écran. 10 ans de fraude par virement. 10 ans de crimes fédéraux. Chaque paiement mensuel que j'avais effectué était une brique dans la cellule que je construisais pour lui. Je fermais le fichier. Le piège était posé. L'appât était pris. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il réalise qu'il était déjà mort. 3 jours plus tard, la bombe explosa. J'étais assise dans mon bureau quand la notification arriva. Sur mon tableau de bord sécurisé. Résiliation du contrat livré. Je n'avais pas besoin de caméra espion pour savoir ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Au siège de Groupe Moreau. Je connaissais mon père. Je connaissais la nuance exacte de violet que prenait son visage quand il perdait le contrôle. Je connaissais le bruit de son poing frappant le bureau en acajou. Le même bureau derrière lequel il s'asseyait autrefois. Pour me dire que je n'étais pas assez intelligente pour l'université.
Il devait être en train de hurler sur sa secrétaire en ce moment même. Il devait blâmer l'économie, le marché, le personnel incompétent. Tout le monde sauf lui-même. Il devait appeler frénétiquement les autres partenaires. Pour arrêter l'hémorragie. Seulement pour découvrir que Capital Laurent avait des clauses d'exclusivité étanches, qui empêchaient de simplement changer de fournisseur du jour au lendemain. Il saignait, et il ne savait même pas qu'il avait coupé. Mais la panique rend les gens prévisibles. Et les gens prévisibles sont faciles à chasser. Mon téléphone vibra. C'était Lucas. Il mord à l'hameçon, dit Lucas. Il appelle partout pour trouver du capital liquide. Il a besoin de 150 000 $. Pour couvrir la paye et le service de la dette sur l'extension de l'entrepôt. Les banques ne veulent plus le toucher maintenant que le contrat avec Capital Laurent est parti. La société écran est prête ? Demandai-je. Vanguard Holdings est actif. L'offre est sur son bureau. Je fis pivoter mon fauteuil vers la fenêtre. Nous n'avions pas seulement annulé son contrat. Nous lui avions offert une bouée de sauvetage. Un prêt dur, taux d'intérêt élevé, court terme, prédateur au possible. Le genre de prêt que l'on accepte seulement quand on est désespéré. Et assez arrogant pour croire qu'on pourra le rembourser. Avant que le requin ne vienne collecter. Henri Moreau était les deux. Il pense qu'il est malin, dis-je. Il pense qu'il peut utiliser l'argent pour maintenir l'entreprise à flot un mois. Trouver un nouveau fournisseur et refinancer. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de nouveau fournisseur. Répondit Lucas. Tu possèdes le marché, Élise. A-t-il vu les conditions ? Il les a survolées. Il se concentre sur le taux d'intérêt. Il pense qu'il négocie une victoire parce que nous l'avons baissé d'0,5%. Il n'a même pas regardé la page 14. La page 14, la confession de jugement. C'est une clause que la plupart des prêteurs légitimes n'utilisent plus. Parce qu'elle est pratiquement une arme de guerre. En la signant, l'emprunteur renonce à son droit à un procès. Il renonce à son droit à un préavis. S'il manque un seul paiement, le prêteur peut entrer dans un tribunal, déposer un jugement, et saisir les actifs immédiatement. Aucun procès, aucune défense, aucun juge, juste l'exécution. Il la signe cet après-midi, dit Lucas. Alexandre est avec lui, il fête ça. Je fermais les yeux et imaginais la scène. Alexandre, mon demi-frère, débouchant une bouteille de champagne. Pensant que papa avait encore sauvé la journée. Henri, se penchant en arrière dans son fauteuil. Pensant qu'il avait berné un autre prêteur stupide. Il fêtait la corde que je venais de leur passer autour du cou. Laisse-les fêter, dis-je froidement. Procède au virement, donne-lui l'argent. Tu es sûr ? Demanda Lucas. J'investis, dis-je, j'achète le droit de le détruire légalement. Je raccrochais. Le piège était posé. L'appât était pris. La beauté d'un pot de miel n'est pas que tu forces l'ennemi à y entrer. C'est qu'il y entre volontairement. Pensant que c'est un sanctuaire. Il pensait que Vanguard Holdings était son sauveur. Il ne savait pas que c'était simplement un autre nom. Pour la fille qu'il avait jetée. Il avait 30 jours avant que le premier paiement agressif n'arrive à échéance. 30 jours pour se sentir en sécurité. 30 jours pour dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Je vérifiais mon calendrier et marquais la date. Le compte à rebours avait commencé. 30 jours, c'est le temps qu'un prêt dur te donne. Pour trouver le premier paiement. C'est un calendrier agressif conçu pour briser. Les entreprises déjà en train de craquer. Je regardais le calendrier sur mon mur comme un faucon observe une souris dans un champ. Semaine 1, mon père resta silencieux. Il devait être occupé à licencier les cadres intermédiaires. Et à hurler sur ses fournisseurs. Essayant de soutirer assez d'argent de l'entreprise mourante. Pour payer les intérêts. Semaine 2, Alexandre posta une photo sur Instagram. Une nouvelle montre, une Tag Heuer, avec la légende « Investis en toi-même ». Je fis une capture d'écran et l'ajoutai au dossier. Il ne faisait pas d'économie. Il dépensait le capital du prêt. Il traitait la bouée de sauvetage que je leur avais donnée comme un gain de loterie. Semaine 3, le silence de leur côté devint lourd. Ils réalisaient que les flux de trésorerie ne comblaient pas le trou. Le navire coulait toujours et maintenant ils avaient un requin. Qui tournait autour du radeau de sauvetage. Le 31e jour à 17h. L'alerte clignota sur mon moniteur.
Statut de défaut confirmé. Confession de jugement déclenchée.